Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Madame Roxane Lécuyer, directrice générale de la Société éco-citoyenne de Montréal. Bienvenue. Merci. Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Toi, Oui, Louise? très, très bien, Roxane. Dis-moi, Roxane, j'aimerais ça savoir un peu de votre enfance. Où viviez-vous? Moi, je viens pas de Montréal du tout. Non? Donc, non, OK. maintenant, je travaille dans le quartier Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, mais je suis une fille qui vient de l'Outaouais, en fait, donc OK. du nord de l'Outaouais. J'ai grandi dans un petit village de 1000 habitants qui s'appelle Grand-Remous. Les gens qui connaissent l'Abitibi-Témiscamingue connaissent le parc La Vérandrie. Donc, c'est juste avant le parc La Vérandrie. Ah, c'est vraiment oui. un coin de chasse, un coin de pêche. Donc, c'est ça. J'ai vraiment passé mon enfance là-bas. Je suis déménagée à Montréal à 17 ans, après secondaire, OK. pour le cégep, en fait, pour les études. Puis, je me doutais que j'allais rester à Montréal pendant longtemps. Puis, ben là, ça va faire 20 ans, en fait, cette année que je suis à Montréal. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous en venir à Montréal? C'est vraiment les études. Les études. Quand on OK. habite dans mon coin, bien, il y a quelques options au niveau du cégep, mais c'est pas tous les cours qui sont offerts. Fait que moi, je suis venue faire une formation professionnelle à Montréal. Puis après ça, j'ai trouvé un travail à Montréal. Puis en fait, mon coin, c'est quand même un petit coin. C'est intéressant avec la nature, mais c'est pas Oui. quelque chose, c'est pas un endroit qui bouge beaucoup. Donc, je pense que j'avais besoin à 17 ans d'avoir un endroit qui est plus vivant. Oui. Fait que pour moi, c'est ça, je me suis emmenée à Montréal. Puis ben, maintenant, je suis une Montréalaise, là. Je l'assume, c'est correct. Moi, je fais un lien avec la nature, parce Oui. que c'est de là votre goût de la nature, hein? C'est Ben, ça, je pense que oui. Roxane? Je pense que oui. Puis Oui. même si je suis déménagée à Montréal après les études, je me suis éloignée un petit peu, mais après quelques années, j'ai ressenti cet appel-là. Puis ben, je pense que le fait de travailler en environnement, c'est peut-être pas indifférent au fait que justement, je viens d'un endroit où, tu sais, j'ai grandi dans le bois, j'ai grandi dans la nature. Fait Oui. que je pense que c'est en moi, en fait, là. Est-ce que vous y retournez souvent à Grand-Remous? Ben, Oui. j'essaie d'y aller souvent. Des fois, le travail fait que c'est pas toujours évident, mais oui, j'essaie d'y aller. Puis je OK. passe toujours au moins 2 semaines là-bas à l'hiver, puis 2 semaines durant l'été pour décrocher complètement Oui. de la ville, puis de prendre faire mon plein d'énergie de bois puis de forêt, là. Oui, fait que c'est de là que ça vient, puis de retourner là, à ses racines. Hein? Retourner à mes racines, Oui. Est-ce effectivement. que vous êtes une grosse famille chez vous? Mais en fait, moi, j'ai 2 demi-sœurs, donc on OK. est 3. Fait que OK. famille correcte, là, moyenne. là. Oui. Ouais. Oui. Puis là, présentement, est-ce que vous vivez dans le quartier Centre-Sud? Non, je n'habite Non? pas dans le quartier Centre-Sud. J'habite dans un quartier qui est similaire, en fait. J'habite dans le OK. quartier Pointe-Saint-Charles, donc dans le Oui. sud-ouest, dans l'arrondissement du sud-ouest. C'est un quartier qui partage beaucoup d'enjeux qui sont similaires à Centre-Sud, à Sainte-Marie. Oui. Puis j'habite là depuis 16 ans. Fait que je suis au même de voir aussi l'évolution du quartier Pointe-Saint-Charles, qui peut ressembler beaucoup à Sainte-Marie. Donc, c'est un choix de ne pas habiter dans le quartier. Je considère que pour certaines personnes, oui, c'est important d'habiter dans son quartier où on s'implique. Mais moi, j'ai fait le choix de séparer la vie personnelle puis la vie professionnelle. Mais même si c'est séparé, comme je dis, je suis dans un quartier qui est similaire. Donc, je pense que Oui. je suis quand même, j'évolue dans un environnement qui est similaire à ceux des résidents du quartier, là. Donc. OK. Puis, quel a été votre parcours scolaire? Oui, dans le fond, moi, quand j'ai terminé le secondaire, j'ai commencé un diplôme, en fait, collégial en sciences humaines, mais plus particulièrement, le profil s'appelle Optimonde, donc c'est comme un volet spécial de sciences humaines au Cégep du Vieux-Montréal. OK. Donc moi, je suis allée directement dans le centre-ville, dans le quartier latin, là où ça bougeait. Les premiers mois ont été une adaptation, juste prendre le métro, juste... me déménager en appartement à 17 ans, c'est quand même pas rien, mais être à Montréal, moi, la polyvalente où est-ce que j'étais, c'était 500 personnes. Donc, d'arriver dans un grand cégep en ville, débarquer au métro Berry-UQAM, ça a été une adaptation. Donc, moi, c'est ça, j'ai suivi ce parcours-là pendant 2 ans. Après ça, je suis allée à l'université, j'ai fait un baccalauréat en géographie, OK. géographie environnementale pendant 3 ans. Moi, j'ai fait ça un à la suite de l'autre. Donc, je me suis retrouvée à 22-23 ans à avoir été étudiante toute ma vie, puis là, à devoir commencer ma vie d'adulte, puis à me trouver un job.
Puis j'étais pas prête, je considérais que j'étais trop jeune, puis j'essayais de faire des entrevues, puis ça fonctionnait pas parce que j'étais pas prête à intégrer le marché du travail pour de vrai, en fait, là. Parce que souvent, on a des jobs d'été, mais quand vient le temps des études, là, c'est le temps d'avoir une vraie job, comme on dit. Donc, je suis retournée aux études à temps partiel. Je suis allée faire un certificat en animation, recherche culturelle à l'UQAM. OK. Puis à 25 ans, ben là, j'ai fini ma carrière d'étudiante, puis j'ai commencé ma vie professionnelle. OK. Je me demandais, vous avez dû faire des voyages probablement, hein? Mm-hmm. Oui. Bien, dans le cadre de mes études, justement, donc le profil que j'ai fait au cégep, donc profil Optimonde, ça incluait un stage, dans le fond, dans un pays identifié à l'avance. Donc, dans ce cas-ci, c'était au Mexique, mon année. Donc, on est allé faire une immersion avec des communautés culturelles zapotèques. Là-bas, on est allé vivre avec les gens. Souvent, c'est les communautés où est-ce qu'on était, les familles où est-ce qu'on était, travaillaient au niveau de la culture du café. Donc, j'ai ramassé du café. J'ai vécu pendant quelques semaines, pas longtemps, là, mais le quotidien d'une famille qui ramasse du café. On est allé travailler aussi dans une coopérative de femmes qui faisait la culture d'un cactus, en fait, qui se consomme, qui se mange. Oui. Puis sur ce cactus-là, vit aussi des petits insectes qui produisent une teinture de couleur, en fait. Donc, la coopérative faisait la culture du cactus pour le manger, faisait la culture aussi de l'insecte pour le récolter pour faire de la teinture pour les vêtements. Pour les vêtements. Oui. Puis pendant que vous étiez là au Mexique, là, est-ce que vous habitiez dans une famille? Oui. Ah oui. On était 2 par 2, puis on était dans Oui. une famille, famille de là-bas, pour vraiment vivre le quotidien. J'ai vécu un petit peu la même chose aussi avant, donc au secondaire, on est allé faire un voyage en République dominicaine, dans on appelle ça un bâtiment, c'est comme un bidonville haïtien, puis on est allé aider à construire une école pendant 2 semaines. Puis après, à l'université, j'ai aussi fait un peu le même type d'expérience. Donc, je suis allée passer 1 mois et demi au Brésil. Ça faisait partie d'un cours que j'avais donc dans le cadre d'un échange universitaire. Donc, on est allé parfaire nos connaissances au niveau de la géographie brésilienne pendant 1 mois et demi. OK. Fait que c'est tout un bagage que vous avez. Effectivement, là. effectivement. Oui. Puis mais comment vous organisiez pour payer ces voyages-là? C'était études en même temps, mais... C'est des campagnes de socio-financement. Donc, on a fait des soupers spaghettis, de l'avoto, on a vendu beaucoup de choses différentes, là. Donc, c'est vraiment du socio-financement, puis campagne de financement, des levées de fonds, pour être capable d'aller chercher l'argent pour faire ces voyages-là. Mais souvent, c'est pas des voyages qui sont très, très coûteux, là. Donc, souvent, on est étudiant, donc on va aller vivre dans des familles. On n'est pas dans les hôtels, on n'est pas dans les restaurants. Donc, souvent aussi, on est capable de faire une belle expérience, en fait, avec peu d'argent. Puis c'est ça l'objectif. Oui. C'est vraiment d'avoir une expérience, puis c'est vraiment de se développer aussi en tant que personne, puis de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. C'est fantastique, ça, hein? Puis, mais y avait-tu la barrière de la langue? Bien, oui, c'est sûr, l'espagnol. Quand le premier voyage que j'ai fait au secondaire, on parlait à peu près pas espagnol. Par contre, le deuxième voyage que j'ai fait au cégep, au Mexique, on a eu un cours, en fait, 2 cours d'espagnol en préparation. Fait que j'ai suivi 2 cours au cégep en espagnol. On était capable de se faire comprendre. Puis, à l'université, c'est au Brésil, et là, c'est portugais. Puis le portugais, c'est autre chose. Donc, l'espagnol, ça va, mais le portugais, c'est plus compliqué. C'est quelque chose. On est capable de se faire comprendre en portugais. Oui. En espagnol, pardon. Oui. De ces voyages-là, vous avez dû rapporter aussi plein de choses, de l'artisanat, des expériences, des... oui, effectivement. Effectivement. À la maison, c'est mon tradition que j'ai, là, mais pas juste les voyages que j'ai faits dans le cadre humanitaire, mais plein d'autres voyages. J'ai toujours un pot avec des objets que je vais ramasser. Oui. Souvent, je suis moins acheter des souvenirs. Donc, je ramasse des objets significatifs, une roche, quelque chose qui représente quelque chose. Puis là, j'ai mon pot avec l'endroit puis la date. Fait que c'est comme mes petits souvenirs à moi. Oui. Dans les années antérieures, à quel endroit vous avez travaillé? En fait, j'ai travaillé dans un premier écoquartier dans Notre-Dame-de-Grâce. Donc, quand j'ai fini l'université, j'ai travaillé là pendant 2 ans. J'ai été chargée de projet propreté, puis ensuite de ça, animatrice. C'était mon premier vrai travail, donc ma vraie job. Puis je suis partie de moi-même parce que j'avais juste le goût de découvrir plein de choses. Puis je voulais pas passer 5 ans ou 10 ans au premier emploi. J'avais vraiment le goût d'essayer plein de choses.
Puis j'ai eu une opportunité pour une organisation auquel je travaillais depuis longtemps à temps partiel. Donc, j'ai été coordonnatrice d'un camp de jour pour enfants handicapés physiques. Ah oui? Ça s'appelle l'Association des jeunes, les loisirs soleil, en fait. Donc, j'avais été animatrice pendant 6 ans là-bas, puis j'étais 2 ans coordonnatrice. Donc, je me suis vraiment éloignée de l'environnement. Oui. C'était un beau défi aussi au niveau des responsabilités, la coordination. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis ensuite de ça, j'ai voulu revenir à mes premières amours, puis revenir en environnement. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'Écoquartier Sainte-Marie, donc l'ancien nom de l'organisme qui s'appelle maintenant la SEM. Oui. Puis je suis là depuis 2010. OK. Puis c'est comme ça là, que vous êtes arrivé ici à l'Écoquartier. Effectivement. Oui. En fait, au moment de quitter le premier Écoquartier, je cherchais un peu du travail, puis j'ai été convoquée, j'ai vu un poste, je ne me rappelle pas exactement le poste, mais à la SEM, en fait. Donc, j'ai parlé avec Marie-Noël, on avait convoqué une date puis un lieu pour une entrevue, puis finalement, je ne me suis jamais rendue à l'entrevue parce qu'entre-temps, j'ai eu une autre opportunité. Fait que c'était comme un rendez-vous manqué, mais 2 ans plus tard, je suis revenue à la SEM. Donc, je pense que j'étais prédestinée pour travailler ici. Il y avait quelque chose qui m'attirait, là. Oui. Là, vous êtes directrice générale à la SEM. Au début, quand vous êtes arrivée à la SEM, étiez-vous directrice? Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai été embauchée pour un poste de remplacement de 5 mois, en fait, comme chargée de projet. OK. Propreté. Je remplaçais quelqu'un qui était en congé de maladie, qui devait revenir dans 5-6 mois. Puis finalement, la personne est revenue, mais quelqu'un d'autre est parti. Donc, il y a eu comme un mouvement au niveau des postes. Donc, j'ai pu conserver mon poste de chargée de projet. Ensuite de ça, j'ai eu une promotion, si on veut dire. Donc, je suis devenue coordonnatrice adjointe. J'ai remplacé la direction générale pour son 2e congé de maternité. Puis, je suis directrice générale depuis 3 ans et demi. Oui. Hein? Donc, un poste de 5 mois, c'est ramassé 8 ans plus tard, un poste de direction générale. Eh mon Dieu! On ne sait jamais. Oui, c'est ça, hein, la vie où ça nous amène, c'est ça. Je sais que vous avez été famille d'accueil pour les chiens Mira. Est-ce que vous pouvez en parler, Roxane? Oui. C'est comme ma 2e passion, je pense, là, donc les animaux. Mais pas juste les animaux, en fait. Je pense que je suis une personne qui a un détachement ou qui a la facilité d'accueillir chez soi des animaux, puis de leur donner de l'énergie, de l'amour, de l'accompagnement pour un temps, puis après ça, de les laisser aller pour vivre une vie, en fait. J'ai été famille d'accueil pour plusieurs refuges, j'ai été famille d'accueil pour la SPCA, mais les engagements les plus importants, c'est vraiment famille d'accueil pour la Fondation Mira. Oui. Où on a les animaux pour 12 mois, 18 mois, donc 1 an et demi. Donc, c'est quand même tout un contrat. Puis, on les a depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc, on les prend du début, puis on les accompagne, dans le fond, dans l'éducation, dans la socialisation. Donc, j'ai eu mon premier chien Mira alors que je travaillais au premier Écoquartier, dans Notre-Dame-de-Grâce. J'ai vraiment adoré l'expérience. Donc, j'ai voulu refaire l'expérience il n'y a pas si longtemps, donc avec Crousté, donc le chien que j'ai eu alors que j'étais directrice ici. Fait que c'est sûr que Crousté, c'est une expérience qui est vraiment incroyable, là. Donc, juste de partager son quotidien avec un chien Mira, de prendre le métro, d'aller au restaurant, d'aller à la banque, le nombre de personnes, le nombre de situations cocasses que j'ai vécues parce que j'étais accompagnée d'un chien dans un endroit où normalement on n'a pas de chien, c'est quand même... donc, j'ai toujours des choses à raconter. Mais sinon, c'est vraiment, on le fait vraiment pour la cause, en fait, là. Parce qu'on a des murs qui sont arrachés, on a des choses qui sont mordies, on a des téléphones cellulaires qui sont brisés. Mais on le fait pour que quelqu'un, après ça, puisse avoir un chien qui va l'aider beaucoup dans sa vie puis qui va changer sa vie, en fait. Puis c'est ce qui est vraiment le fun avec Mira, c'est que si les chiens sont acceptés dans le processus de sélection, une fois qu'ils ont fini leur entraînement, Mira offre la possibilité que la famille d'accueil rencontre le bénéficiaire. Ah bon? Donc, une fois que le bénéficiaire accueille le chien à la maison, le bénéficiaire peut rencontrer la famille d'accueil puis peut échanger des souvenirs, des photos. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Le premier chien que j'ai eu, malheureusement, n'a pas fait toute la formation, donc il a été disqualifié. Je n'ai pas pu vivre l'expérience, mais le deuxième, Crousté, j'ai eu l'occasion. Donc, j'ai rencontré Michel, qui est le bénéficiaire avec lequel Crousté est, puis on a pu se rencontrer, puis on ne s'était jamais rencontrés, mais on a quand même quelque chose qui nous relie, quelque chose qui nous unit. Fait qu'on a pu se rencontrer puis échanger, puis ça, c'est vraiment un beau moment, en fait. Puis tu vois pour qui tu as fait ça, puis pourquoi tu as fait ça tout ce temps-là, là, puis ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment. J'ai justement une amie qui est aveugle, puis elle a bénéficié de chiens Mira. Ouais. Je me demandais, pour la formation des chiens Mira, parce qu'il y a famille d'accueil,
Mais les familles d'accueil, est-ce que c'est eux autres qui entraînent le chien? Ça, c'est différent, Ouais. là, ouais? Oui, effectivement, OK. la famille d'accueil, l'objectif, c'est vraiment la sociabilisation. OK. Donc, c'est vraiment de faire évoluer le chien, de l'accompagner dans son jeune âge, donc Oui. du bébé à l'âge adulte, parce un jeune chien n'est pas prêt à recevoir la formation. Puis en fait, il faut l'habituer dès qu'il est petit à accompagner le maître partout, à ne pas être déstabilisé par une situation ou un endroit ou un contexte qu'il ne connaît pas. Donc, quand on prend le chien au plus jeune âge, puis on l'accompagne, il nous accompagne partout, en fait, pour lui, ça devient normal d'être dans un lieu qu'il ne connaît pas. Après ça, on a un encadrement qui est offert par Mira. C'est vraiment les concepts de base. Là. Donc, tu sais, le respect, être calme, se calmer quand il y a quelqu'un qui arrive. Après ça, des consignes de base, les besoins, le assis, couché. Mais c'est vraiment pas un entraînement. C'est vraiment une sociabilisation. Une fois que la sociabilisation est terminée, là, Mira peut faire l'évaluation à savoir si le chien est retenu ou pas. OK. Puis en fonction de ça, ils vont décider est-ce qu'il va être un chien guide pour les personnes non-voyantes, un chien d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite ou un chien d'accompagnement pour les enfants autistes et autres, donc chien de zoothérapie. Bon. Et l'accompagnement, pas l'accompagnement, mais la formation va être différente selon le type de chien, en fait. OK, je savais Ça, c'est pas, uniquement une fois qu'il est plus vieux qu'on est capable de déterminer si c'est possible et quel type de chien. Oui, je ne savais pas qu'ils pouvaient accompagner les enfants autistes. Oui. Je savais qu'il y avait des chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant, puis pour les non-voyants. Puis, je me dis, quand vous devez vous séparer du chien, là, il doit avoir un attachement, ça doit être difficile quand il s'en va avec les personnes. Bien, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est comme mon chien. Puis on passe 24 heures sur 24 avec son chien aussi. Mais à partir du moment où, puis c'est ce que tout le monde me disait, je ne sais pas comment tu fais, moi je ne serais pas capable de me départir de mon chien. Mais moi, ce que je leur répondais, c'est bien, la nuit qu'il est entré chez moi, je savais qu'il allait repartir. Donc, c'était clair dès le départ que j'étais avec lui pour une période X, puis qu'après ça, il allait continuer son chemin avec l'entraîneur, puis après ça, avec le bénéficiaire. Donc, il faut être préparé. Mais c'est pas parce qu'on est préparé que c'est pas difficile. Oui, c'est sûr. Puis ça m'amène, je sais qu'à l'éco-quartier, parce que je suis toujours avec les chiens, il y a des fois, là, je vous vois Roxane avec un costume, là, déguisé en pitou, là, puis c'est pourquoi au juste? Ça fait longtemps, en fait, que j'ai pas mis le costume de Pitou. Ah bon? OK. Depuis que j'ai mis le costume de directrice, le costume de Pitou a tendance à plus rester dans le garde-robe, là, mais... en fait, c'est quand je suis arrivée ici en 2010, la directrice à l'époque m'a dit « Roxane, il y a vraiment une problématique de crotte de chien, donc de pollution canine dans le quartier. Oui. Ce serait vraiment le fun de trouver une façon originale de pouvoir faire la sensibilisation là-dessus. » C'est pas un mandat qui est facile. Donc moi, j'arrivais de 2 ans d'animation puis de camp de jour, donc j'étais un peu dans cet esprit animation, personnage, costume. Donc je me suis dit comment on pourrait intervenir de façon intéressante, mais aussi percutante. Donc, je me suis dit, une mascotte de chien. Donc, c'est là qu'est né Pollux. Pollux. Ma mère, qui a de très bonnes aptitudes de couture, m'a fait un merveilleux costume qui a été quand même célèbre pendant quelques années dans le quartier. Oui. Fait que l'idée, c'est de faire des interventions puis la sensibilisation habillée en chien. Donc, souvent, ça va venir interpeller puis frapper un peu plus l'imaginaire. Fait que je ne dis pas que ça a réglé la problématique des crottes de chien, là, mais je pense que ça a contribué un petit peu. Oui. Le reste, c'est l'éducation des gens. Hein, ben oui, c'est ça. C'est ça notre travail, puis il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir, hein, c'est ça. Oui. Puis là, moi, je suis bien curieuse, là. Pouvez-vous me parler, Roxane, de vos goûts, vos passions, vos intérêts, les choses que vous aimez, là? À part de la nature, puis... J'allais répondre le jardinage puis le camping, mais là, on est vraiment dans... Mais c'est vraiment ça, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'occasion de pouvoir habiter dans un rez-de-chaussée. Donc, j'ai une cour avec un jardin. OK. Fait que j'ai beau travailler dans des projets de verdissement toute la journée, je planifie des projets de verdissement le jour, puis le soir, j'ai les mains dans terre, puis je m'occupe de mon jardin. Fait que pour moi, c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir accès à un jardin à Montréal quand même. Oui. Puis j'en profite le maximum. Puis sinon, dès que j'ai l'occasion, c'est de m'en aller dans le bois puis aller faire du camping. Donc je sais que ça a encore un lien avec la nature, mais
c'est comme ça. Moi, quand je vais en vacances, je ne vais pas dans une grande ville, je vais dans le bois, je vais déconnecter, je vais couper du bois, partir un feu, me faire des toasts sur le feu. C'est ça. C'est ça le bonheur pour moi, là. Oui, hein, c'est ça. Puis là, je reviens parce que moi aussi, j'adore les voyages. Avez-vous l'intention, Roxane, de refaire encore des voyages comme ça, là, comme vous avez fait, là? Un peu pour aller plus vivre de dans type coopération humanitaire, internationale. Bien, tout c'est pas quelque chose qui est prévu présentement, mais je dis pas que c'est pas quelque chose que je penserais pas dans l'avenir. J'ai un cousin, puis ça m'a interpellée beaucoup, là. J'ai un cousin qui a décidé de prendre une année sabbatique il y a 2 ans, puis aller faire un 6 mois là, de coopération internationale en Mongolie, puis j'ai trouvé ça super intéressant comme idée, en fait. Puis lui, c'est un projet de vie, en fait. Là. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui, ultimement, pourrait être vraiment intéressant de prendre un 6 mois, prendre une année sabbatique. C'est sûr qu'avec mes fonctions, c'est pas quelque chose que je peux faire nécessairement facilement ou la fin de semaine, ou, tu sais, il faudrait vraiment qu'il y ait un temps d'arrêt. Mais je pense qu'en même temps, ça permet de couper le quotidien, puis ça permet de se ramener aussi à des choses qui sont vraies, puis des choses qui sont authentiques, en fait, là. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pas planifié, c'est pas dans mes projets à court terme, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait revenir éventuellement. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'en ai pas parlé tantôt, quand j'ai parlé de mes voyages quand j'étais un peu plus jeune, mais quand j'ai travaillé dans le premier écoquartier, donc dans Notre-Dame-de-Grâce, j'ai accompagné un groupe d'étudiantes, dans le fond. Ah oui? On est allé au Salvador pendant 3 semaines. Moi, j'ai eu la chance dans mes projets, dans mes voyages, dans mon parcours académique, d'avoir des accompagnateurs, en fait. Okay. C'est quand même important, je pense, quand tu es jeune, tu vis plein de choses, les chocs culturels, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui est là juste pour t'écouter, pour pouvoir pas juste faire un encadrement puis faire de la discipline, mais vraiment être un confident. Donc, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, de jouer ce rôle-là dans un autre contexte qui avait rien à voir avec mes fonctions professionnelles, mais j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir être accompagnatrice, en fait. Oui. Je pense que c'est de vivre le voyage, mais c'est de vivre le voyage différemment aussi, puis c'est d'être en support aussi aux étudiantes qui étaient des étudiantes de secondaire 5. Pour beaucoup, c'était un premier voyage, puis on était dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, en fait, comme ce que j'avais vécu quand j'étais plus jeune. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de jouer le rôle d'accompagnatrice. Oui. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement. Là. Oui. Puis quand vous avez travaillé en camp de jour, avez-vous accompagné, Roxane, des personnes autistes ou… Le camp de jour pour lequel je travaillais à l'époque, c'était handicap physique. Donc, c'était pas un camp de jour qui s'adressait à une clientèle avec déficience intellectuelle. C'était vraiment des jeunes avec paralysie cérébrale, spina bifida, de ce genre-là. Mais il y avait des jeunes qui avaient une condition d'handicap intellectuel léger, mais on n'avait pas de cas d'autisme ou de cas de… On était vraiment spécialisés, donc dans des enfants en fauteuil roulant, pour la majorité des cas, sinon avec un autre handicap physique, mobilité réduite. Là. Oui, ça demande toute une organisation. Ça demande toute une organisation, puis toute une logistique au niveau des déplacements, au niveau des transports, donc s'assurer que les lieux sont adaptés, puis les ratios sont vraiment pas les mêmes non plus. Souvent, dans un camp de jour, c'est un animateur pour 6, 7, 8 jeunes. Nous, c'était un animateur pour un jeune ou pour 2 jeunes, donc parce qu'elle ne veut pas, il faut souvent pousser le fauteuil, puis tout ce qui concerne les déplacements, les changements, quand on va à la piscine, tout est long, mais c'est correct parce que j'aurais pas travaillé, je crois en fait, j'aurais pas travaillé dans un camp de jour régulier. Je pense que j'ai travaillé dans ce camp de jour-là parce que justement, c'est une clientèle particulière. Où on est beaucoup dans le 1 à 1, dans la discussion, dans l'accompagnement, Puis ça m'a apporté beaucoup, en fait, là, même si j'avais aucune expérience en animation. Je pense que ça fait de moi une meilleure personne de pouvoir côtoyer des jeunes au jour le jour qui vivent des choses vraiment pas évidentes, des jeunes qui sont au secondaire, qui sont en période dans crise d'adolescence puis qui vivent tout un questionnement, qui sont confrontés à la maladie, à des opérations, à des incapacités, Donc, ces jeunes-là m'ont apporté beaucoup plus que ce que j'ai pu leur apporter en 8 ans. Là. Beaucoup, oui. Avec tout ce que vous nous racontez, Roxane, je pense que vous pourriez écrire par rapport à tout ça, cette belle expérience-là. Peut-être. Peut-être un jour. Puis, c'est vos projets d'avenir. C'est quoi votre espoir, là? Des projets, là, pour votre avenir? Pour mon avenir, oh mon Dieu, c'est dur, hein? C'est une très bonne question. Répondre à ça. Étant dans l'action locale, souvent on est vraiment dans le jour pour jour. Oui.
je me suis dit quand je suis arrivée à Montréal que j'allais être à Montréal pour quelques années, puis que éventuellement j'allais pas tu sais, prendre ma retraite et finir mes jours en ville, que j'allais revenir à la campagne en fait là. Puis pour l'instant, honnêtement, je me sens très bien en ville. Donc j'ai pas le souhait de revenir nécessairement en campagne. Donc pour l'instant, je me vois continuer ma vie en ville, travailler là où je travaille. Donc j'aimerais continuer à travailler là le plus longtemps possible, faire des nouveaux projets. Oui. Donc, je pense que mes projets, c'est ça. À très court terme, en fait, là, je m'en vais pour la première fois en Asie avec ma sœur. Ah donc, oui? je me suis promenée beaucoup en Amérique du Sud, Amérique latine, mais je suis jamais allée du côté de l'Asie. Ah, OK. Fait qu'on s'en va un mois en Asie. Wow. Ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est Oui. vraiment le fun. C'est la première fois que je vais prendre un mois de vacances depuis que je suis directrice, fait que je le planifie depuis longtemps, puis je veux en profiter vraiment le plus possible. Oui. Fait que ça, c'est un beau voyage, une belle expérience. Ça en vient, là, cet ouais. automne. Ouais. Bien, merci beaucoup, Roxane, d'être Merci, Louise. venue, puis bonne continuité. Merci.